C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cet enjeu, cette question, reprise des frappes en Iran. Une question d'heure. Israël et les États-Unis coordonnent aujourd'hui une potentielle nouvelle série de frappes sur l'Iran, en particulier sur les installations énergétiques. Info de CNN. Frappe d'ici ce soir, disait même une autre source hier auprès du même média américain. Brusque montée en tension, vous l'avez compris, ces toutes dernières heures après l'attaque de l'Iran contre des navires, contre les Émirats Arabes Unis. Le cessez-le-feu tient-il toujours d'une manière ou d'une autre? L'Iran relance la guerre, mais Donald Trump au pied du mur, reprise des frappes imminentes. Quelle frappe? Quel plan sur la table de Trump? Quelle cible? Tout ce qu'il faut savoir, nous vous le dirons dans cette émission. Lanceurs aux dirigeants et infrastructures civiles. Mais la confrontation reviendra-t-elle par les Émirats Arabes Unis? Téhéran a lancé plusieurs attaques contre les Émirats hier soir, missiles de croisière, missiles balistiques ou encore drones. Au lieu d'intimider, les Iraniens ont-ils alimenté la détermination à s'assurer que ce régime ne puisse pas continuer à attaquer ses voisins? Si Abu Dhabi riposte, ce serait un tournant majeur. Pour la première fois, un État du Golfe prendrait des mesures de représailles actives contre l'Iran et vous verrez dans un instant que déjà de nouvelles sirènes retentissent en ce moment dans le ciel des Émirats. Nos équipes sont mobilisées sur place. Dans un instant, nous serons du côté de Doha, nous partirons à nouveau aux États-Unis, nous serons en Israël, nous serons à Téhéran. Mais d'abord donc, reprise des frappes en Iran. Est-ce une question d'heure? Écoutez, regardez. Nous avons plus de capacités que nous n'en avions au départ pour reprendre les opérations de combat si cela s'avère nécessaire. Si l'Iran ne veut pas passer d'accord, le département de la guerre est prêt. On espère que nous n'irons pas dans cette direction, mais l'amiral Cooper nous a bien précisé que les forces étaient prêtes. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Hélène Kuntz. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur à l'INSEC. Bonjour colonel Père de Jong. Merci également d'être avec nous. Vous êtes consultant défense géopolitique sur LCI. Bonjour Sébastien Regnault, soyez le bienvenu. Vous êtes spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Vous êtes également l'auteur du livre La modernité iranienne aux éditions L'Harmattan. Et merci beaucoup Grégory Philippe d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Vous êtes le chef de l'actualité internationale sur LCI. Avant toute chose, je vous le disais il y a quelques instants, les sirènes qui retentissent dans le ciel des Émirats arabes, oui. Aux Émirats, la défense aérienne activée face à des attaques de drones, de missiles. On retrouve du côté de Doha Célia Giuffredi, vous êtes sur place avec Arthur Grolet. Expliquez-nous ce qui est en train de se jouer dans ce ciel émirati. Alors ce que l'on sait, c'est qu'en ce moment même, une salve de missiles, mais aussi de drones est en train d'arriver sur les Émirats Arabes Unis. Vous l'avez dit, le système de défense antiaérien est en train de fonctionner. Le ministère de la Défense l'a annoncé sur son compte X. Alors cela nous fait penser à la soirée d'hier où il y avait eu déjà une première salve de missiles et de drones. À peu près à la même heure, le ministère de la Défense a annoncé que 15 missiles avaient été interceptés hier soir et 4 drones. Il y a également eu une frappe ciblée sur l'infrastructure pétrolière de Fujairah qui avait provoqué un immense incendie et fait 3 blessés. Jusqu'à présent, la journée était plutôt calme. Il n'y avait eu aucune frappe iranienne sur des navires dans le détroit d'Ormuz. Un navire avait même réussi à passer le détroit d'Ormuz sous escorte maritime. Mais apparemment, la soirée s'annonce plus compliquée que prévu. Merci Célia Giuffredi avec Arthur Grolet sur le terrain. On se retrouvera plus tard et dans cette émission d'ailleurs, nous allons revenir en images et dans les faits sur cette tension très forte du côté des Émirats arabes depuis quelques heures. Et avec cette question, est-ce que la confrontation directe repassera en réalité par ce pays du Golfe? On s'arrête un instant quand même sur cette information. Sébastien Regnault, spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. L'escalade est en train d'intervenir concrètement et de manière intense avec les Émirats, entre Émirats et Iran. C'est du sérieux? C'est sérieux, mais juste avant de rentrer dans l'escalade, faut parler aussi du contexte diplomatique. Pour l'instant, la balle est dans le camp des Iraniens. Hein. Les Iraniens, ce week-end, avaient fait une proposition aux États-Unis. Les États-Unis, hier, ont fait une contre-proposition à l'Iran. Et aujourd'hui, la balle est dans le camp des Iraniens. Et les Iraniens une offensive diplomatique. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui est parti en Chine et il y a le président iranien qui appelle le président français cet après-midi. C'est le président Macron qui l'a annoncé il y a quelques heures, qui à la demande du président iranien, il va recevoir au téléphone son homologue iranien. Pourquoi ? Parce que évidemment la France et les Émirats Arabes Unis ont une relation de défense, une coopération de défense, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'automaticité
si les Émirats sont attaqués, il y a une nécessité pour la France de défendre les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, le porte-parole des affaires étrangères français a dit que cette guerre n'était pas notre guerre. Donc il va sans doute y avoir des échanges entre l'Iran et la France sur ce sujet des Émirats. Pourquoi ? Parce que les Émirats arabes unis adoptent une ligne très dure dans cette position. C'est eux qui ont pris aussi le plus de missiles du côté du Golfe Persique. Et donc les États-Unis ont forcé le blocus iranien. Les Iraniens ont riposté sur les Émirats arabes unis. Donc c'est un petit peu le pays qui est vraiment au centre à l'épicentre des problèmes, un petit peu dans la situation. Et tout l'enjeu des prochaines heures, ce sera que ces étincelles ne se propagent pas comme une traînée de poudre à l'ensemble. Il est trop tôt, colonel, pour parler justement des étincelles, d'une escalade militaire en cours entre l'Iran et les Émirats. Il est trop tôt ? Jusqu'à tout à l'heure, je disais oui, c'est trop tôt. Depuis une petite demi-heure, avec cette deuxième salve de missiles qui est en train d'arriver sur les Émirats, je pense que là, il y a une étape qui a été franchie. En fait, c'est un petit peu, comment dire, l'assassin qui revient sur le lieu du crime. Donc il récidive. Et donc cette récidive, elle est extrêmement inquiétante. Autant jusqu'à ce matin, on pouvait penser qu'il y a le discours américain était un discours. Il avait minimisé le président américain. Oui, exactement. On voit que c'est plutôt lénifiant. Le PTX-7 il y a une heure était plutôt on va attendre. Vous voyez, on n'a pas les mots sont très clairs. Ils n'ont pas franchi la ligne rouge. Est-ce qu'ils vont considérer qu'à partir de maintenant ils l'ont franchi ? Voilà. La grande question, c'est de savoir si le cessez-le-feu est plus que fragile, s'il est remis en question par ces frappes. Parce que Donald Trump, quand il disait il y a quelques jours, ils n'ont pas franchi la ligne rouge, c'est parce qu'il n'y avait pas eu de bombardement lourd. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Oui. Là, ça devient plus sérieux. Le fait qu'à 2 reprises, effectivement, hier soir et ce soir, vous avez les Iraniens qui visent les Émirats. Rappelons quand même qu'il y a une base américaine et une base française pas très loin d'Abu Dhabi. On se demande un peu à quoi ils jouent et s'ils sont pas en train de jouer avec le feu. Parce que vous avez raison, Sébastien, les Émirats sont sur une ligne très dure. Ils se sont pris des dizaines et des dizaines de drones et de missiles pendant la première phase de la guerre. Ils sont alignés, notamment sur Israël, en disant ça suffit, on peut plus continuer comme ça. Et on sait qu'il y a eu des échanges, notamment avec les Israéliens, pour essayer de leur dire écoutez, peut-être qu'il va falloir réenclencher la machine et une deuxième phase de la guerre. Donc, je pense que si une deuxième phase de la guerre devait reprendre, elle partirait de cette étincelle à laquelle on assiste en ce moment aux Émirats. Hélène Kuntz, là je vais reprendre les mots de PTX-7, c'est vrai que c'était il y a quelques minutes, quelques heures tout juste. Il a dit le cessez-le-feu tient toujours. À 16h54, le cessez-le-feu tient toujours quand on apprend qu'il y a à nouveau des missiles et des drones dans le ciel émirati ? Alors, déjà, Pete Hegseth ne devrait pas agir seul à date. Les 60 jours dans la Constitution sont arrivés vendredi dernier. Et Pete Hegseth joue avec les mots. Vous avez parlé à combien les mots sont importants. Il dit, qui dit cesser le feu, ça veut dire ce n'est pas vraiment les 60 jours, donc pas besoin de consulter le Congrès, mais si. Donc, si vous voulez, les contre-pouvoirs ne jouent plus aux États-Unis. C'est très préoccupant. Je ne comprends pas pourquoi le Congrès n'intervient pas pour faire en sorte que ils ont leur mot à dire sur tout avancement militaire à date. Car les 60 jours où le président et Pete Hegseth avaient la main libre, là, pour le coup, ils devraient quand même obéir le Congrès désormais. Vous allez comprendre à quel point on a l'impression d'être quand même sur un fil ces dernières heures, parce que Pete Hegseth, toujours lui, le secrétaire à la défense américain, a promis en gros un déluge de feu si l'Iran se dresse contre les États-Unis, notamment, et surtout dans le détroit d'Ormuz. On va le réécouter, puis on va se demander si ça tient juste après. Nous avons dit aux forces iraniennes que si elles s'attaquaient à nous, elles se trouveraient confrontées à une puissance de feu énorme. Le président Trump a été parfaitement clair. Nous souhaitons une opération pacifique. Mais nous sommes prêts à défendre notre peuple, nos navires, notre aviation, sans la moindre hésitation. Voilà, donc ça c'est si l'Iran se dresse contre les États-Unis. Mais pardon, on a appris qu'il y avait des destroyers américains qui ont passé le détroit, qui se sont retrouvés sous un déluge de feu. Donc est-ce que la réponse ne devrait pas être « Vous avez tiré sur la marine des États-Unis, ça ne reste pas sans réponse, point final ». Bon, vous avez vu comme moi ce matin dans la presse israélienne, notamment dans le quotidien Israël Hayom, qui est généralement très bien renseigné parce que proche notamment du gouvernement Netanyahou, que les États-Unis et Israël envisagent une riposte militaire rapide,
peut-être dans les prochaines heures, et que les cibles ont déjà été définies. Ce seraient les lanceurs de missiles et éventuellement des installations énergétiques iraniennes. La transition, elle est vraiment parfaite, parce que j'y allais tout juste. Si frappe il y a, et une source disait à CNN hier que c'était une question d'heure. Et bien toujours CNN, des plans sont en place déjà pour une campagne courte et ciblée, éventuellement infrastructures énergétiques et même des responsables de haut rang ou encore des lanceurs. Israël et les États-Unis coordonneraient en ce moment même ces potentielles nouvelles séries de frappes sur l'Iran. À quoi pourraient ressembler ces plans ? C'est le colonel que j'emmène devant moi pour tout expliquer, la pédagogie devant l'écran. Colonel Père de Jong, alors je dois vous prévenir, colonel, préparez-vous psychologiquement. Il est tout à fait possible que Donald Trump prenne la parole dans le bureau ovale pendant votre exposé. Vous n'en serez pas, j'espère, vexé. On se lance, on tente notre chance et puis sinon on y revient juste après. Ma première question concernant ces frappes, si ces frappes étaient ordonnées dans les heures qui viennent, quelles seraient les cibles ? On a entendu beaucoup parler de frappes aériennes. Alors il y a deux ou trois grands secteurs. Premier secteur, les cibles militaires. Les cibles militaires, qui paraît évident, on voit bien que le premier mois, l'ensemble des lanceurs n'ont pas été détruits. Il en reste un certain nombre. On a des chiffres qui apparaissent. C'est les renseignements qui le donnent. Donc il resterait en gros 50% des lanceurs, ce qui est considérable. Donc on pourrait imaginer une première frappe qui concernerait ces lanceurs, qui sont la menace immédiate. Entre autres, c'est celle qui tire actuellement sur les Émirats. Premier point. Deuxième point, du point de vue militaire, vous avez les sites de drones, mais c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, la flotte moustique est éventuellement attaquable, éventuellement, on peut la détruire, en tout cas en partie. Donc il n'est pas impensable non plus qu'il y ait des opérations militaires aériennes sur les sites de départ de ces petites vedettes qui font entre 5 et 15 mètres, quoi. Est-ce que les Américains peuvent aussi viser des cibles civiles ? Alors oui, bien évidemment, les cibles civiles font partie de la règle. On sait que depuis le début, la guerre a commencé, le 28 février, a commencé par la destruction de toute la première couche initiale. Par contre, ce qui est très particulier, c'est quoi ? C'est qu'on voit bien qu'il y a un effet miroir. Concrètement, aujourd'hui, les Iraniens ont tiré sur les Émirats, ont tiré sur un dépôt de carburant. Il n'est pas impensable, dans une forme de retour à l'envoyeur, sans vouloir exagérer, je dirais, la riposte, de tirer évidemment sur une centrale ou sur un réservoir, un peu de la même chose que fait aujourd'hui l'Iran avec les Émirats. On voit qu'il y a toute une série de cibles en Iran qui sont relativement importantes. Donc on pourrait imaginer, alors à part Boucher qui est une centrale nucléaire, j'imagine qu'ils vont pas faire tout ça, mais on peut imaginer également effectivement une frappe sur une centrale électrique, tout simplement. On parle de frappes aériennes, on a aussi souvent évoqué, vous le savez, depuis le début de la guerre, une opération au sol. Est-ce encore une possibilité ? Est-ce que selon vous, c'est de manière tout à fait crédible sur la table du président américain en ce moment même ? Alors dans les options, il y a toujours ça, il y a l'air, il y a les cibles civiles évidemment et l'opération terrestre. Pourquoi ? Parce que vous avez en gros 15 000 marines, c'est en gros 5 000 parachutistes qui sont répartis dans le Moyen-Orient. Donc on peut les utiliser. Donc on va revenir sur une option qui n'a pas été éliminée. Alors pour faire quoi ? En fait, il y a toujours deux options. La première, c'est l'île de Karg, mais qui est comme une espèce de réservoir à ciel ouvert, de station-service à ciel ouvert. Ça me paraît un peu exagéré eu égard à l'importance de ce site. Par contre, l'île de Kiev me paraît très accessible. L'île fait 100 km de long. Elle est bourrée de matériel. On va considérer également qu'il y a une grande partie de la flotte moustique ou de la marine moustique est basée là parce qu'elle n'est pas très loin des côtes. Donc tout ça, ça pourrait être un objectif terrestre. Ceci étant dit, à l'heure où on parle, je vois mal les Américains se lancer dans une opération terrestre dans Hormuz, même si elle serait efficace, parce que tenir cette île, c'est tenir Hormuz. C'est parfait, vous êtes parfait, colonel. Et puis vous voyez, regardez, vous n'avez même pas été interrompu par le président américain qui a eu grand respect pour votre exposé, je le sais. Donc, je le rappelle, en ce moment, CNN nous le dit, il y a des plans qui sont en cours d'élaboration entre Américains et Israéliens, des plans pour une campagne courte ciblée pour faire pression sur Téhéran, bien évidemment. Est-ce qu'à ce stade, la reprise des frappes, c'est le scénario le plus crédible ? Alors, si elles sont courtes, il va falloir qu'elles soient vraiment très courtes, parce que les Iraniens l'ont promis aussi. S'il y a des frappes sur l'Iran, si vous voulez, tout le monde a brisé le feu dans cette histoire. Israël, le Hezbollah, les États-Unis, l'Iran. Donc, je veux dire, je crois que tout le monde a une part de responsabilité. S'il y a des frappes, il faudra qu'elles soient très courtes, parce que les Iraniens l'ont annoncé. S'il y a des frappes trop intenses sur leur territoire, la riposte sera douloureuse et prolongée. J'insiste sur le mot prolongée. Parce que si on relance les hostilités et qu'on en prend pour 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc.,
parce que le problème, c'est d'arrêter encore de retrouver un cessez-le-feu. Et dans la situation économique mondiale dans laquelle nous sommes, c'est là où il y a toute la question. C'est d'un point de vue militaire, c'est clair que les États-Unis ont la main. Le problème, il est économique, c'est-à-dire que plus la guerre va durer, plus le risque d'un effondrement de l'économie mondiale est fort. On est là à des barils autour de $110. Si le détroit d'Ormuz reste bloqué pendant encore 2, 3, 4 mois, moi j'ai fait travailler mon intelligence artificielle, les résultats sont assez apocalyptiques, c'est-à-dire que on peut avoir un baril à $150, $200, des pénuries un petit peu partout dans le monde et un effondrement de l'économie mondiale. Et ça, les Iraniens le savent. Donc on est là vraiment dans une course effondrement contre effondrement, blocus contre blocus. Qu'est-ce qui va s'effondrer le premier? Est-ce que c'est l'économie iranienne ou l'économie mondiale? Je crois qu'il faudrait pas trop parier. Et le mieux, ce serait d'essayer de trouver une bonne sortie à cette impasse. L'exposé est parfait. Et dans ce contexte-là, votre point de vue, Grégory, est-ce que le retour des frappes reste le scénario le plus crédible? Et de manière assez imminente? Oui. Mais la présentation du colonel est vraiment intéressante parce que ça ne ressemble pas à ce que Trump qualifie de mini-guerre. Quand hier soir il dit on est dans une mini-guerre, on a fait un petit détour et puis c'est quasiment terminé. Enfin, les scénarios développés par le colonel montrent quelque chose peut-être de circonscrit dans le temps, mais quand même d'envergure. Et vous parliez, Sébastien, des conséquences économiques. Trump, Sonia le citait en tout début d'émission, a reçu hier des chefs d'entreprise pour leur faire avaler la pilule en disant non mais l'économie finalement va pas si mal, elle est florissante. Et puis oui, il y a quelques désagréments notamment sur le prix de l'essence, mais ça va s'arranger. Ça s'arrange pas du tout. Le gallon en moyenne aux États-Unis, il est à $4,45. Oui. Il était à $4 et quand les Américains ont vu la barre des $4 en allant remplir le réservoir de leur pick-up, ils ont halluciné. Là, on est à $4,45 en moyenne sur le territoire national. Donc, aux États-Unis aussi, si on repart dans pardonnez-moi, j'aime pas trop l'expression, mais dans un deuxième round, il y aura des conséquences économiques très importantes. Et il me semble que c'est la très grande entreprise, peut-être la principale, Chevron. On dit Chevron, voilà, qui a donné des prévisions qui sont assez alarmistes et pour le coup qui s'était bien gardé de le faire jusqu'à maintenant. Donc des faillites de compagnies aériennes, il commence à y en avoir. Spirit Airlines, ça peut aller très loin. Alors, pardon, je reviens parce que Bethsabée nous attend. Je ne veux pas la faire attendre plus longtemps du côté de Tel Aviv. Bethsabée, merci beaucoup d'être avec nous, Bethsabée Salem. Les responsables israéliens déclarent qu'ils sont prêts à reprendre immédiatement des opérations militaires contre l'Iran et attendent l'approbation de Washington. C'est ce qu'on lit. Israël discuterait de nouvelles frappes à l'intérieur de l'Iran. Encore une fois, CNN affirme que ces discussions sont en cours avec un accent sur des actifs stratégiques qui pourraient avoir un impact significatif sur les capacités iraniennes. Israël est prêt. Tout est prêt. C'est une question d'heure. Il suffit d'appuyer sur le bouton et pardonnez-moi encore une fois l'expression. Tout à fait. Israël est déterminé et Israël est prêt. Israël est déterminé parce que depuis le début, depuis ce cessez-le-feu qui a été déclaré, on le rappelle, par Donald Trump, sans consulter Israël début avril, eh bien Israël considérait qu'il n'y avait aucune chance que ces négociations aboutissent en l'état, que le régime iranien n'était pas assez affaibli. Donc on peut dire qu'Israël n'attendait que ça entre guillemets. Maintenant, Israël est en état de préparation et pas seulement maintenant. Depuis en fait ce cessez-le-feu, l'armée étudie des listes de cibles, se prépare à revenir en guerre contre l'Iran et cela fait des semaines que l'armée, les renseignements s'organisent pour, vous savez, récolter le plus possible de renseignements. Il y a eu énormément de livraisons d'armes avec un pic dont on a parlé ces derniers jours et puis toujours cette collaboration, cette coopération extrêmement étroite entre Israël et les États-Unis. Il faut dire que l'aéroport de Ben Gurion, qui se trouve proche de Tel Aviv, est devenu une espèce de hub pour les avions ravitailleurs américains. On en voit des longues rangées et puis il y a les avions cargo qui viennent bien sûr apporter toutes sortes de véhicules, d'armement qui sont ensuite redirigés, alors ça on est plus discret, mais vers des bases militaires israéliennes. Donc on voit cette coopération, les deux armées qui sont en état d'alerte, mais on le sait bien, Israël attend le go de Trump qui n'a pas forcément très envie de reprendre les hostilités. Merci beaucoup Bethsabée Salem depuis Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir pris le temps
d'être avec nous. Colonel Pierre de Jong, on peut se dire prêt à repartir en guerre. Vous dites effectivement, Israël en a les moyens à tout moment. Il suffit de le décider. Ce n'est qu'une question de volonté, absolument pas une question de moyens. Non, ils ont tous les moyens, et non seulement ça, mais Israël, c'est une nation en guerre. Et non seulement c'est une nation en guerre, mais en plus, ils ont l'appui américain qui fait tout ce qu'il faut pour que ça marche. Encore une fois, cette alliance extrêmement forte entre Israël et les États-Unis est consistante. En fait, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question de matériel. Aujourd'hui, je pense que ce mois-ci, ces deux armées se sont recomplétées, comme on dit. Elles se sont restructurées, elles sont prêtes à repartir. Le problème, c'est politique. On voit qu'aujourd'hui, Trump est plutôt gêné aux entournures. Même le ministre de la Guerre, il y a quelques heures, était plutôt, même Dan Kane, le chef d'état-major des armées, était plutôt sur un modèle voyons, quoi. Il n'était pas sur un modèle très offensif. On verra la suite de l'histoire. Donc, encore une fois, je pense que les Américains sont prêts. Ils ont pensé à longtemps que cette démonstration de force suffirait en elle-même pour, en fait, calmer les velléités iraniennes. Il semblerait que non. Donc, on verra s'il y a une étape suivante ou pas. Une forme d'escalade, quelque part. Alors, il y a de la pression quand même autour de Donald Trump, parce qu'on a vu l'influent sénateur Lindsey Graham déclarer que l'Iran a sans aucun doute violé déjà le cessez-le-feu, et il appelle à une frappe à grande échelle, forte, coûteuse et de courte durée contre l'Iran. Alors, Lindsey Graham, je dirais gentiment qu'il est en fin de carrière. Je ne sais pas si on écoute beaucoup ce Lindsey Graham, mais vous avez raison, c'est tout de même un sénateur senior. Les paroles de Lindsey Graham, mais vous soulevez un problème important aujourd'hui, c'est que notre gouvernement aux États-Unis ne parle pas d'une voix. Il y a effectivement ce qui est dit par Pete Hegseth d'un côté. Il y a aussi la voix de J.D. Vance, qui est une autre voix qui était manifestement contre cette intervention, que lui-même se voit bien comme candidat en 2028. Et puis, on n'entend plus Marco Rubio, qui est tout de même chef de la diplomatie, secrétaire d'État. Donc, si vous voulez, le gouvernement américain, à date, ne parle pas d'une voix. On va l'entendre, puisqu'il doit tenir un point presse, Marco Rubio, sauf erreur de ma part, dans les prochaines heures, vers 21h. 21h ce soir. Il remplace le porte-parole de la Maison-Blanche qui est en congé maternité pour les coulisses de l'histoire. Mais ça fait compte. Je voudrais juste m'arrêter sur une autre déclaration du président Trump qui a dit que le peuple iranien doit avoir des armes. Et il dit qu'il pense qu'ils en obtiennent déjà des Iraniens certaines. Il dit dès qu'ils auront des armes, ils se battront aussi bien que n'importe qui là-bas. C'est un enjeu important d'armer les Iraniens, l'opposition iranienne, je veux dire. Alors souvenez-vous, juste avant le début de la guerre, on parlait d'armer notamment les Kurdes pour qu'ils puissent intervenir dans l'ouest de l'Iran. Ça ne s'est pas fait. Trump a dit à un moment donné, c'était je crois dans les premiers jours de la guerre, on a livré des armes et puis elles nous ont été volées, elles ont un peu disparu dans la nature. Je pense que ça, c'est vraiment une étape d'après. Je vois pas les États-Unis et Israël coordonner une attaque, par exemple, des forces kurdes qui se trouvent à la frontière du point de vue terrestre. Là, ce qui peut se dérouler, et peut-être que je serai démenti dans les prochaines heures ou les prochains jours, c'est plus à nouveau des frappes aériennes massives, peut-être sur une durée très courte, si on en croit le message du sénateur Graham. Mais je pense que l'option opposition iranienne armée n'arrivera que dans un 2 ou un 3e temps. Sébastien Regnault. Ça dépend aussi de l'intensité, de la frappe et de la manière dont quelles sont les cibles qui seront visées. Ça peut être aussi une manière, si vous voulez, de sauver la face dans cette histoire. Parce que je crois que Donald Trump est un petit peu dans une situation d'impasse. Il lui faut une victoire et donc un moyen qui pourra peut-être être trouvé d'une manière un petit peu en coulisses entre les Iraniens et les Américains, ce serait quelques frappes et puis voilà. Et puis après on passe à autre chose, on passe vraiment au volet diplomatique. Mais je crois que armer ce qui a sans doute été déjà fait, les opposants, les oppositions, c'est même pas les oppositions, c'est les différents groupes ethniques à l'intérieur de l'Iran, comme les Kurdes. Ou à l'extérieur. Voilà. Ce travail-là est assez voué à l'échec, à mon avis, parce que l'Iran, c'est une nation et il y a une espèce de resserrement de la population autour de la nation iranienne. Dans un instant, des hélicoptères américains Apache et Seahawk qui coulent 6 bateaux iraniens, 2 destroyers de l'US Navy qui ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz hier sous un feu nourri iranien uni l'île de Keshme qui se transforme en guet-apens tendu à ces navires américains. La bataille navale de Ormuz est-elle en train de battre son plein? Jean-Louis Bourlange, je vous en prie, soyez le bienvenu sur ce plateau dans cette émission. Ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, prenez place. La
La question qu'on va se poser, c'est de savoir si cette bataille navale va déboucher irrémédiablement sur la fin du cessez-le-feu, sur la reprise de la guerre des missiles. Et puis, autre question centrale, vous l'avez compris depuis le début de l'émission, les Émirats arabes unis vont-ils entrer dans la guerre? Il y a des sirènes en ce moment dans le ciel émirati, drones, missiles iraniens qui arrivent. La tension est montée très fort ces dernières heures et donc en ce moment même, les enjeux, vous l'avez compris, sont importants. On les regarde précisément ensemble dans un instant, chers invités, notamment Jean-Louis Bourlange. À tout de suite. Donald Trump dans le bureau ovale. Particulière faite à Johnny, qui est le commissaire et qui est une personne extraordinaire qui s'occupe du football américain. Je ne sais pas si vous le savez. Nous avons vendu plus de billets qu'aucun autre événement de la Coupe mondiale. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Je sais que la Coupe du Monde enregistre un nombre de billets vendus jamais atteint. Et nous aurons des jeux en l'honneur de notre 250e anniversaire en automne, vous pourrez voir cela à la télé. Nos athlètes sont comme ceux que vous voyez ici. Nous allons continuer à gagner. Notre pays se débrouille très bien. Nous avons donc dépassé tous les records dans tous les domaines. Mais nous ne pouvons pas laisser l'Iran avoir l'arme nucléaire. Vous êtes peut-être un peu trop jeune pour cela, mais vous savez probablement ce qu'il en est. Vous le savez probablement mieux que d'autres. Et on ne peut pas laisser des fous se doter de l'arme nucléaire, car le monde entier aurait des problèmes. Nous venons d'atteindre des records avec le Dow Jones. On pensait les atteindre dans les 5 ans et on pensait que ce n'était pas possible d'atteindre les 50. Et nous avons atteint ces 50 lors de la première année et ensuite 7000. Et nous avons un nouveau record atteint avec le S&P qui est encore plus élevé. Et on s'était dit plus que 50 pour le Dow et nous avons 7000 pour le S&P et nous y sommes arrivés la première année. Tout ça avant même la fin de la première année, Gary. Donc pensez à cela. On nous avait dit que vous ne pourriez pas le faire en 4 ans et nous l'avons fait à la fin de la première année de mon mandat. Et ensuite, vous avez cela. J'ai appelé tous mes gens et j'ai dit nous avons atteint tous les records, l'économie va bien, j'ai mis fin à 8 guerres, personne n'avait jamais terminé une guerre. Et la personne qui a gagné le prix Nobel, Maria, qui est une bonne personne, elle m'a dit je ne mérite pas ce prix. C'est au président Trump que ce doit revenir. Il a mis fin à 8 guerres, y compris l'Inde et le Pakistan, qui aurait été une guerre nucléaire. Donc 8 guerres. Et j'ai appelé tout le monde. Et Gary, j'ai dit, vous savez, nous avons atteint tous les records et maintenant il faut que nous allions en Iran pour prendre leur arme nucléaire. Sinon, ils se seraient dotés de l'arme nucléaire dans les 2 semaines. N'oubliez pas, nous avons donc ce bombardier, le B2, ce magnifique B2, et nous avons détruit leur potentiel nucléaire. Nous l'avons complètement oblitéré. Et il leur faudra des semaines pour sortir ce qui a été enterré et enfoui sous terre. Sinon, nous aurions eu un Iran doté de l'arme nucléaire. Et je pense qu'on ne serait peut-être plus là. Le Moyen-Orient ne serait plus là, Israël non plus. Et il se serait ensuite tourné vers l'Europe, puis ensuite nous. Parce que ce sont des malades, ce sont des gens malades. Et nous n'allons pas laisser des fous se doter de l'arme nucléaire. La puissance d'une arme nucléaire est quelque chose dont je ne veux même pas parler. Et ça ne se produira jamais. Nous les avons battus, bien battus. Nous avons même détruit leurs petites vedettes avec des mitraillettes. Et nous avons détruit leur navire la première semaine. Chacun d'entre eux est détruit et repose au fond de la mer. Ils n'ont plus de marine, qui a été totalement éliminée. Donc, pour nous, cela va bien, mais l'idée, c'est d'avoir un grand pays. Et l'une des choses, lorsqu'on parle d'aptitude physique, une chose que j'ai remarqué auprès de mes amis et de grands athlètes, c'est qu'ils ont un esprit bien meilleur que ceux qui ne sont pas
en bonne santé physique. Une fois que vous savez bien taper dans une balle ou un ballon, vous pouvez jouer au hockey comme vous le faites. Il faut bien entendu avoir une certaine santé physique. On ne peut pas avoir quelqu'un qui a un bon esprit, mais aucun talent athlétique sur le plan physique. Mais tout est une question d'esprit. L'esprit est quelque chose de très important et ces gens expriment cela mieux que n'importe qui. Et je voudrais vous dire à quel point le mental est important. Et il y a des groupes importants de personnes. Et lorsque j'ai été confirmé en tant que président, c'était une très belle journée. Et je dirais que les républicains, il n'y en avait pas beaucoup dans la famille Kennedy. Et Kennedy est le plus grand du groupe. Il fait un travail extraordinaire, tout le monde le respecte. Bobby, est-ce que vous voulez dire quelques mots ? Merci, Monsieur le Président. Après mon oncle, dans les années 60 ou 61. Voilà pour cette prise de parole du président américain dans le bureau ovale avec des enfants, du coup, aujourd'hui, qui ont donc assisté à ce discours autour de la guerre, parlant parfois aussi de football, mais donc quelques déclarations sur l'Iran. Nous n'allons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous avons détruit leurs navires, mais nous n'allons pas laisser l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Alors nous sommes toujours dans cette émission autour de cette table avec Hélène Kuntz, avec Sébastien Regnault, toujours avec le colonel Père de Jong et avec Jean-Louis Bourlange. Jean-Louis Bourlange, peut-être vous entendre sur ces quelques mots du président américain, notamment sur le nucléaire. Bon, c'est une persistance, mais je voudrais juste rappeler à nos téléspectateurs que le renseignement américain, ces dernières heures, nous a surpris en disant que, selon 3 sources, l'accès à l'uranium enrichi à 60%, le bilan des frappes de mars n'est pas très différent de celui de juin dernier. En gros, les dernières opérations n'auraient pas changé grand-chose. Oui, enfin, d'abord, moi, je tiens à dire une chose, c'est que je ne comprends pas comment on peut encore prêter attention à la rhétorique à la fois sotte, incohérente, arrogante, et incompétente de Trump. Je ne dis pas que Trump ne soit pas important, que l'armée américaine ne soit pas importante, que les objectifs pourraient être atteints, mais ces déclarations successives n'ont vraiment jamais aucun sens. En revanche, la question est centrale, et de ce point de vue-là, c'est un certain intérêt, c'est qu'on revient au bout du processus à la question initiale, comme vous venez de le rappeler. Est-ce qu'on peut se débarrasser du stock de matières fissiles iraniennes qui est considéré à tort ou à raison, à mon avis plutôt à tort selon moi, mais mon avis n'est pas général, à tort et à raison, comme absolument incompatible avec le maintien de la sécurité dans la zone. On revient donc à la question initiale et on revient également aux solutions initiales. C'est-à-dire que on est parti dans cette affaire, c'est assez simple. L'extraordinaire puissance américaine a été mise au service d'une stratégie qui ne pouvait atteindre aucun des 2 objectifs prévus, c'est-à-dire la libération du peuple iranien d'un côté et la destruction d'un pouvoir nucléariste et des armes nucléaires. Ça n'a pas marché. Alors, ça n'a pas marché, et ça ne pouvait pas marcher. Tous les stratèges l'ont toujours dit, parce que on ne peut pas faire des bombardements aériens si on n'a pas une opération au sol. C'est ce qu'on a fait à différents moments, ce que les Américains ont fait en Normandie, en Allemagne, en 1945. Il faut que ça suive. Or là, il y avait un non possumus, une interdiction que Trump s'était donné à lui-même, son mandat du peuple américain, qui était de ne pas intervenir. Donc il était dans un système qui ne fonctionnait pas. Alors il a trouvé autre chose. En plus, les Iraniens ont manœuvré assez habilement en intervenant sur le détroit d'Ormuz, et il a trouvé cette arme de guerre, car c'est une mesure de guerre qui est le blocus, qui l'engage dans un conflit d'endurance. Est-ce qu'il peut accepter que la planète soit mise en souffrance économiquement pendant une longue durée, et est-ce que les Iraniens peuvent accepter de souffrir? Et là, ça produit le même résultat. C'est qu'il n'y a aucune raison, compte tenu de la situation, de la configuration, la nature du pouvoir iranien,
qui est un pouvoir absolument de criminels de guerre et de paix, à ce qu'ils aient une autre attitude qu'une attitude de desperados. Donc, face à cette attitude de desperados, là, à nouveau, on revient. Est-ce que la stratégie américaine va être de tout détruire, c'est-à-dire en fait de martyriser le peuple iranien? Alors peut-être que ça peut produire un résultat. Je termine là-dessus, rassurez-vous. Non, mais je suis inquiète, je suis en train de gérer la suite. Ça peut produire un résultat, mais ce résultat, moi j'ai toujours pensé que c'était une des options possibles, mais ce résultat est aussi terrifiant, ça peut produire une guerre civile. En Iran, parce que on voit bien qu'il y a des... on n'est pas informé, en tout cas moi je suis pas informé, mais on voit bien qu'il y a des tensions extrêmement fortes au sein du pouvoir iranien, mais il y a certainement une partie décisive de gens qui sont prêts à une attitude de desperados intégrale, qui ont les moyens, et il peut y avoir une sorte de bain de sang en Iran. C'est une des possibilités. Et je veux dire que c'est presque le seul scénario qui pourrait être considéré comme positif par les Américains. Sinon, ce qui est plus probable, c'est qu'ils vont verrouiller, ils vont subir, et ça ne changera pas. Alors, je voudrais vous montrer une image, c'est ça que j'essayais d'indiquer à mon équipe. Je voudrais vous montrer l'image du porte-avions USS Bush qui traverse la mer d'Arabie alors que les forces américaines essayent de faire respecter leur blocus naval contre l'Iran depuis le golfe d'Oman et soutiennent le projet Liberté d'escorte navale des navires dans la zone. Ce porte-avions, je vous le rappelle, il transporte plus de 60 avions. D'ailleurs, ce sont les Américains qui communiquent sur cette situation. Et d'ailleurs, la situation sur place, quoi qu'il en soit, frappe ou non imminente des Américains, la bataille navale est-elle en cours d'ores et déjà et plus intense que jamais? Des hélicoptères américains, Apache, Seawolf, qui ont coulé 6 navires iraniens, des destroyers de l'US Navy qui ont passé le détroit mais sous le feu nourri iranien, une île qui s'est transformée en guet-apens. On va plus loin avec le colonel Pierre de Jong, je vous en prie, accompagnez-moi. Colonel, entre les navires de l'armée américaine et les Iraniens, on a l'impression d'une bataille rangée qui s'est déroulée dans le détroit. Est-ce le cas? Alors, indéniablement, la bataille navale a commencé. Pourquoi? Parce que les Américains ont mis en place 2 destroyers qui sont derrière nous, en place dans le golfe Persique. Donc, ces 2 bâtiments ont traversé le détroit d'Ormuz, golfe Persique. Pourquoi? Parce que ces bateaux sont capables de créer une espèce de bulle protectrice qui est absolument nécessaire si vous voulez protéger des bateaux civils qui doivent sortir. Donc, à ce niveau-là, évidemment, ça a commencé. C'est un point extrêmement important parce que ce sont des bâtiments massifs, extrêmement extrêmement, je dirais, armé. Le moindre de ces bateaux, il a 90 cellules capables d'envoyer 90 missiles anti-aériens, des Tomahawks. Enfin, vraiment, c'est les engins de guerre. Donc, c'est un engin de combat. Donc, c'est pas un signe de paix quand vous mettez un bâtiment comme celui-là. Les Américains en ont un certain nombre. Actuellement, dans le Golfe, dans la région du Golfe, il y en a à peu près une quinzaine. Donc, c'est une force significative qui a été mise en place, évidemment, dans le Golfe Persique. Et ça a dû agacer les Iraniens. On est au cœur du détroit, et au cœur du détroit, il y a une île, l'île de Keshm, et qui se transforme en guet-apens pour la marine américaine. C'est ce qu'on lit. Alors, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que c'est un point très important. Cette île, en fait, elle commande l'entrée et la sortie d'Ormuz. C'est une île qui fait 100 km, la taille de la Martinique ou d'un département d'outre-mer, donc 100 km de long. Et en fait, cette île est extrêmement importante. 100 km, c'est grand. Elle est relativement proche, si vous voulez, de la côte. Et on sait qu'à côté de cette île, comme on le voit derrière nous, on voit qu'il y a des bateaux. Globalement, on en compte des centaines. Image satellite qui est exactement, c'est ce qu'on appelle, en fait, la flotte moustique. Et la flotte moustique, elle va pas aller jusqu'en Iran. Elle va aller le plus près possible pour intervenir dans le détroit d'Ormuz. Elle est par là. Deuxième point, il y a des radars, il y a de l'écoute, il y a tout un environnement. Donc il n'est pas impensable, encore une fois, que cette île joue un rôle majeur, encore une fois, dans le contrôle d'Ormuz. Donc évidemment, à contrario, par rapport à votre question précédente, éventuellement, cette île pourrait être un objectif relativement intéressant à conquérir, si on veut, impérativement contre l'Ormuz. On voit derrière nous que cette île est bien placée, elle est relativement loin, encore une fois, du continent, mais cette île, c'est un porte-avions. En fait, c'est quelque part, c'est le George Bush ou l'Abraham Lincoln, mais fixe. Donc cette île joue un rôle fondamental, majeur, encore une fois, dans cette guerre pour le contrôle d'Ormuz. Merci beaucoup, colonel. Jean-Louis Bourlange, est-ce que Pete Hegseth, tout à l'heure, on l'a écouté, il assure que le cessez-le-feu tient toujours. Pourtant, dans les faits, on a l'impression que le cessez-le-feu a explosé en vol à partir du moment où la marine américaine elle-même a été sous le feu nourri des Iraniens. Est-ce que vous comprenez bien la stratégie américaine? Est-ce qu'en fait, c'est la preuve que Trump n'a pas vraiment, mais pas du tout, en fait, d'y aller? Même quand ses navires sont tapés, il ne passe pas l'étape d'après.
Mais je crois que le président Trump est parti sur une idée fausse, sur une stratégie fausse, et il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Donc c'est tout. Et là, donc il recommence. Il veut, je vous dis, c'est la définition de la névrose. Refaire indéfiniment les mêmes gestes en escomptant des résultats différents. Et c'est effectivement ce qui se passe. Mais même dans l'hypothèse où les opérations de la marine américaine réussiraient, c'est-à-dire où ils pourraient desserrer l'étau qui menace l'économie mondiale, partiellement, parce que de toute manière, l'Iran serait toujours avec des moyens importants de freinage de la croissance, mais même si c'était cela, ça n'atteindrait aucun des deux objectifs initialement prévus, c'est-à-dire la libération du peuple iranien et la reprise en main du stock nucléaire. Donc on est vraiment dans une stratégie qui n'atteint pas ses objectifs. Raymond Aron reprochait au général de Gaulle d'avoir une stratégie, il disait, qui était insuffisamment goal-minded, c'est-à-dire centrée sur l'objectif. Alors je crois que c'était excessif de la part appliqué au général de Gaulle, mais que c'est tout à fait juste dans cette affaire. Depuis le début, il suffit d'écouter M. Hegseth pour s'en convaincre, c'est une débauche de moyens, une mise en scène des moyens, une théâtralisation de la supériorité, mais jamais on a un objectif qui est précisément défini. Alors effectivement, ce qui pourrait, alors le schéma, il y a les schémas atroces que j'ai évoqués, c'est-à-dire la destruction de l'Iran avec toutes ces formules apocalyptiques du président Trump. Il y aurait aussi une solution négociée. C'est très difficile à imaginer, car ça veut dire que l'Iran devrait faire un petit geste. Or, c'est la chose du monde qu'ils n'ont pas envie de faire. Moi, j'ai toujours en référence la fin de la crise de Cuba. La crise de Cuba a été présentée comme un énorme succès du président Kennedy. En réalité, la négociation s'est faite de façon beaucoup plus équilibrée. Les Russes ont replié leur projet d'équipement de fusées à Cuba. En échange d'un retrait qui est intervenu dans les mois qui suivaient, des fusées, des formations, des bombardiers américains en Turquie. Simplement, là où les Russes ont été vraiment assez supérieurs, c'est qu'ils ont accepté l'idée de ne pas le dire. C'est-à-dire qu'ils ont accepté l'idée de perdre la face. Au passage, Khrouchtchev y a perdu son pouvoir. Mais est-ce que alors on voit très bien, il faudrait faire une petite concession. Alors là, on utilise les Français. Enfin, je suis pas sûr que le président Macron soit l'interlocuteur le plus écouté du président Trump en ce moment, mais on utilise les Français en disant, parce qu'on voit bien que c'est ce que une partie du pouvoir iranien a en tête. Alors il faudrait trouver une espèce de satisfaction limité sur le stock nucléaire, et à ce moment-là, tout s'arrête. Le président Trump dit « j'ai tout gagné », etc. Mais je ne sens pas dans cette guerre des égaux personne qui soit prêt à faire ce type de sacrifice de son amour-propre. On reprend la direction de Washington pour retrouver Sonia Dredi, qui est correspondante accréditée TF1 LCI à la Maison-Blanche. Est-ce que l'on parle déjà de guerre navale ? Est-ce que les mots sont utilisés du côté de la Maison-Blanche dans le détroit d'Ormuz ? Alors, en tout cas, il y a une pression de plus en plus forte du côté de la Maison-Blanche face à la situation dans le détroit d'Ormuz. On sait que c'est ce blocage dans le détroit d'Ormuz qui frustre énormément Donald Trump depuis plusieurs semaines. Et ce matin, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a précisé que ce projet Liberté était une opération séparée, que le cessez-le-feu, a-t-il dit, n'était pas terminé, mais que les États-Unis étaient prêts à ouvrir le feu sur les Iraniens s'ils attaquaient les navires américains qui sont actuellement dans ce détroit d'Ormuz pour guider les navires commerciaux. Donc il y a une pression de plus en plus forte. Donald Trump vient de s'exprimer dans le bureau ovale. Il continue de parler. Il a déjà dit encore une fois que l'Iran ne pouvait pas se doter de l'arme nucléaire. C'est la priorité qu'il affiche devant les Américains alors que l'opinion publique est de plus en
en plus frustrés par rapport à cette guerre. Selon un dernier sondage, sur le 27% des Américains pensent que cette intervention en Iran valait le coup, et avec l'augmentation des prix de l'essence, il y a beaucoup d'opposition, et donc on a en même temps un Donald Trump qui tente de rassurer l'opinion publique. Il parlait hier d'une mini-guerre à propos de cette intervention américaine en Iran, et il a confié à un journaliste de Fox News qu'elle pourrait durer encore 2 à 3 semaines. Merci beaucoup Sonia Dridi depuis la Maison-Blanche. Qui a la main dans le rapport de force? Je vous cite maintenant le président du Parlement iranien, M. Ghalibaf, qui dit « Nous savons bien que la poursuite de la situation actuelle est intenable pour les États-Unis alors que nous n'avons pas encore commencé. Situation actuelle intolérable pour les États-Unis. » Qui a la main dans le rapport de force? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par rapport de force. On parle de rapport de force militaire ou de rapport de force économique? Je parle de cette bataille navale et de ce détroit d'Ormuz. Aucun doute sur le fait que le rapport de force est du côté américain et israélien. Ce sont les plus grandes armées du monde. Les Iraniens, l'Iran, c'est une armée low cost. Alors, très efficace. C'est là où on confond, si vous voulez, la puissance des armes et l'efficacité des armes. Il n'y a pas besoin d'avoir des armes extrêmement puissantes pourvu qu'elles soient très efficaces. Et là, on a vu avec quelques drones, quelques missiles et quelques vedettes rapides, une capacité de nuisance et de riposte que personne n'avait soupçonné avant la guerre. Donc, si vous voulez, c'est là où il y a eu une manière un petit peu américaine, un aventurisme. Vous savez, c'est le général Kurtz dans Apocalypse Now de Coppola qui dit la guerre, ce n'est pas une aventure, c'est la vie réelle sans les illusions. Eh bien, je crois que nous sommes partis un petit peu, enfin les Américains sont un petit peu partis dans un aventurisme plein d'illusions. On va changer le régime, on va anéantir le nucléaire, on va anéantir le balistique, etc. On va avoir une paix régionale. Bon, résultat, aucun objectif n'est visé. Alors on parle de l'aérien, du maritime, des radars, etc. Clairement, l'Iran a pris 25 000 bombes, donc l'Iran est affaibli militairement, il n'y a aucun doute là-dessus. Le problème, c'est que aucune solution politique n'a été trouvée. Et donc, toute la question est de savoir, est-ce qu'on va relancer... Moi, quand il dit 3 semaines... Alors là, le discours qu'il vient de faire Donald Trump, parce que je suis un petit peu tous ses discours, c'était vraiment très MAGA, très politique intérieure. Il n'y avait absolument rien de nouveau. Et vis-à-vis des Iraniens, il n'y avait rien de nouveau. Parce qu'il y a des signaux qui passent vers même de Donald Trump vers les Iraniens. Par exemple, ce week-end, il a dit, nous allons aller vers un accord positif pour toute la région. C'est quand même un mot qui est important, et il a mis des guillemets, je crois, dans son tweet. Donc il y a dans la diplomatie, dans la négociation qui est en coulisses, il y a des choses concrètes qui se passent. Bon, mais ça, on le saura finalement on l'aura qu'au final. Mais c'est clair que là, on joue vraiment un bras de fer naval dans lequel, comme je disais à l'instant, c'est-à-dire que s'il veut sortir d'ici 3 semaines, faut pas relancer les hostilités, parce que là, ce sera pour 3 mois minimum. Et peut-être à plus grande échelle. Ma question maintenant, c'est de savoir si on sous-estime toujours et encore le jusqu'au boutisme iranien. L'Iran, vous l'avez donc vu, dit ne pas avoir même commencé, en gros, son bras de fer avec les États-Unis. Et regardez cette séquence qui a été relayée avec un journaliste qui pose une question à un officiel iranien sur mais pourquoi ne pas, en gros, baisser un tout petit peu la tête devant une superpuissance comme les États-Unis. Regardez la réponse. L'Amérique est une superpuissance. Pourquoi ne pas reculer ou faire des compromis? Parce que nous sommes aussi une superpuissance. Suivant. Voilà, belle occasion donc pour les dignitaires iraniens de dire et d'affirmer au monde nous sommes une superpuissance, mais est-ce qu'on sous-estime effectivement, quoi qu'il en soit, cette puissance? J'entendais Gilles Kepel ce matin qui disait que l'Iran a de quoi tenir au moins jusqu'à la fin de l'été. Jean-Louis Bourlange. Ça, je ne sais pas du tout. J'ai absolument pas d'informations. On ne parle pas de ressources militaires. Qui me permet d'être. Mais est-ce que vous pensez qu'on sous-estime quand même effectivement cette puissance iranienne? Moi, je crois de manière que tous les spécialistes disent que l'Iran a des moyens militaires low cost, limités, sans comparaison avec ceux des Américains. Mais surtout, moi, je crois que c'est le problème moral. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle une stratégie de desperados. Ce sont des gens qui martyrisent littéralement leur peuple depuis 79, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, mais le martyrisent physiquement, font tuer leurs gamins, tuent à la mitrailleuse des dizaines de milliers de personnes. Ils savent que si ça s'arrête, ils n'auront pas besoin de Nuremberg pour être liquidés immédiatement et tous.
Donc ils ont rien derrière. Alors ils ont beaucoup d'argent, ils ont des moyens, ils contrôlent ça. Ils n'ont aucune raison de ne pas se battre absolument jusqu'au bout. Et ça, c'est un atout considérable. Comparez, vous disiez tout à l'heure, vous aviez raison, que les moyens militaires et les moyens politiques ne sont pas les mêmes. Oui. Regardez ce que quelques dizaines de milliers de locteux en Afghanistan ont fait à l'armée américaine, et d'ailleurs à toutes nos armées. On est parti en très mauvaises conditions de l'Afghanistan, sous la pression de gens qui étaient vraiment militairement extrêmement faibles. La politique, c'est Clausewitz, quoi. La politique, c'est ça qui compte. Et la politique, c'est en l'occurrence des gens là-bas. Soit on les détruit. Alors le seul qui soit cohérent, c'est Netanyahou. Netanyahou, il veut tout détruire. D'ailleurs, il a détruit toujours autour de lui. Il n'a pas voulu d'autorité palestinienne. Il n'a pas voulu d'une alternative politique à Gaza. Il ne veut pas de Cisjordanie autonome. Il se fiche complètement du Liban. Il est indifférent à l'Irak. Et là, il est prêt à ce que, effectivement, que l'Iran soit un tas de ruines. Mais il est le seul. C'est le mauvais génie de Trump, assurément. Mais il est le seul. Et Trump, quand même, est saisi d'inquiétude, à la fois sur un plan général de son image, parce que là, le prix Nobel commencerait à prendre sérieux coup dans l'aile, mais au-delà de ça, des conséquences apocalyptiques que ça entraînerait sur le plan mondial. Mais c'est ça, le problème est d'abord politique. Et je pose quand même la question d'un point de vue militaire. Est-ce que l'Iran a de quoi tenir au moins jusqu'à la fin de l'été? Et est-ce qu'effectivement Téhéran semble exploiter systématiquement des capacités asymétriques tout au long du conflit, probablement pour tenir dans la durée? C'est indéniablement la force de l'Iran. Et je l'ai montré tout à l'heure, s'ils ont encore 50% de leurs lanceurs, ça veut tout dire. Je veux dire qu'ils ont une capacité qui est quasiment pas intacte, mais qui a pris une bonne claque. Sachant encore une fois, c'est que la guerre, dure à arrêter il y a un mois. En un mois, ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas seulement repeint les camions en verre. Ils sont recomplétés, ils ont reconstruit, ils sont réorganisés. Donc encore une fois, bien évidemment, l'Iran est resté une puissance militaire importante. Alors vous avez raison d'utiliser le mot asymétrique. C'est vrai que militairement, lorsqu'on compare l'Iran aux États-Unis, il y a pas photo. Mais encore une fois, ils sont sur leur territoire, ils ont ils se préparent, ils ont les moyens pour ça. Donc c'est plutôt performant, comme on dit. Vous allez devoir garder la main, colonel. Je vous préviens, parce qu'on passe maintenant à cette question. Les Émirats vont-ils entrer en guerre? Les Émirats arabes unis, question centrale. Et si la confrontation directe ne venait pas des États-Unis, mais des Émirats arabes unis? Les Iraniens ont lancé plusieurs attaques contre les Émirats, encore il y a quelques minutes. Les sirènes dans le ciel émirati, missiles de croisière, missiles balistiques, drones. Au lieu d'intimider, ont-ils, les Iraniens, alimenté la détermination des pays du Golfe, en tout cas de celui-ci, à s'assurer que le régime va disparaître? Abu Dhabi s'apprête peut-être à rentrer en guerre, mais Donald Trump s'exprime à nouveau depuis la Maison-Blanche. Ils ont tiré sur des petits bateaux, sur des petites vedettes. Il faut dire qu'il ne leur reste pas beaucoup de bateaux. Leur marine, elle est constituée de tout petits bateaux, de vedettes rapides. Rapides, mais pas aussi rapides qu'un missile. Alors, si vous voyez ces petites vedettes qui essayent de se mesurer à notre marine, ça n'a pas de sens. Ils ont essayé de s'attaquer à des bateaux, à des navires. Bon, nous avons vu des choses fort intéressantes. Il y a un navire qui a réussi à violer le blocus. Il y a eu un avertissement, puis un nouvel avertissement au capitaine du bateau. Et on leur a dit ne faites rien, puis on a dit évacuez. Il y en a des haut-parleurs qui permettent de s'exprimer. On leur a dit vous avez 10 secondes. Et puis à 4000, on a attaqué et on a mis un terme au moteur. Ce n'était même pas un missile. Ce n'est pas la peine de lancer un missile, c'est trop dangereux. Et puis un des gros bateaux, un des plus gros bateaux au monde, a été averti. On lui a dit reculez, repartez immédiatement.
On va tirer sur vous dans 10 secondes. Oui, oui, je repars en Iran. Puis ça s'est arrêté là. Le navire était tellement énorme qu'il lui a fallu 10 000 pour faire demi-tour, mais ils nous ont respectés. Ils doivent nous respecter. Ils nous respectent plus que nous n'avons jamais été respectés. Ce pays, notre pays est un pays mort lorsque tout le monde pouvait entrer depuis tous les pays, instituts psychiatriques, prisons. S'ils avaient gagné les élections, ce pays serait mort aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le pays le plus vivant du monde. Vous dites que si les Iraniens étaient armés, ils pourraient renverser le régime. Écoutez, je ne vais pas répondre à cette question. Il faut avoir 200 000 personnes qui manifestent et puis quelques personnes avec des fusils, mais quand on commence à leur tirer dessus, quand vous voyez quelqu'un qui tombe à côté de vous et que vous n'êtes pas armé, ça devient très difficile. Je comprends parfaitement et je leur ai dit de ne rien faire. N'oubliez pas une chose, ils ont tué 42 000 personnes le mois dernier. 42 000 personnes désarmées, 42 000 manifestants désarmés. Et il y a des gens, des snipers qui tirent sur les toits. Et quand vous voyez quelqu'un à droite de vous qui tombe mort, quelqu'un à votre gauche qui tombe mort, il y avait des milliers de femmes qui protestaient l'an dernier. Et on pensait que c'était la fin de l'Iran. Et puis tout d'un coup, une femme est tombée, morte, avec une balle au milieu du front, toujours là les balles, et puis une autre est tombée à côté, et puis les choses ont commencé à se répandre, les choses ont commencé à se dire, et les gens n'ont pas pu continuer. Ce n'est pas quelque chose de nécessaire, mais si les gens protestent, et si ces protestations ne débouchent pas, c'est faute d'armes. Vous allez rencontrer le président Xi Jinping. Allez-vous parler de l'Iran? Que pensez-vous obtenir? Écoutez, j'ai d'excellentes relations avec le président Xi Jinping. C'est quelqu'un de remarquable. Nous nous entendons bien. Et nous faisons de bonnes affaires ensemble. Nous gagnons beaucoup d'argent. Il gagne beaucoup d'argent. Mais oui, on va en parler. Ce sera un des thèmes que nous allons aborder. Mais vous savez que 60% de leur pétrole passe par le détroit d'Ormuz et je trouve qu'ils ont fait preuve d'un grand respect. Ils ne nous ont pas mis au défi, ils nous respectent, nous aussi. Je pense qu'ils ont vraiment fait preuve d'un grand respect à notre égard. Et s'ils veulent... Une des choses qui s'est passée, en fait, c'est que pas facile d'envoyer des bateaux en Louisiane, au Texas, en Alaska. Bon, l'Alaska, c'est très proche, finalement, pour les pays d'Asie. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est en fait très très proche l'Alaska pour le Japon, pour des pays d'Asie. Nous travaillons d'ailleurs avec la Corée du Sud, le Japon. Mais nous avons une force aérienne qui a publié des photos de tous ces navires alignés sur l'océan. On dirait un embouteillage sur une autoroute. Et ils se rendent tous vers le Texas, vers la Louisiane. Lorsque j'ai décidé qu'il fallait faire le bien du monde et pas simplement le bien des États-Unis, les choses se sont relativement bien passées. Si je n'avais pas pris cette décision, le Moyen-Orient serait en très très mauvaise situation. Et il faut absolument que l'Iran passe un accord, sinon les choses vont se terminer très rapidement. Il y a tellement d'alternatives. Personne n'en est conscient. Par exemple, le Japon tire 90% ou obtient 90% de son pétrole à travers le détroit d'Ormuz. Et les bateaux qui ont été attaqués sont décidés de passer tout seuls.
Mais ils n'ont pas tiré sur les bateaux que nous escortions. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une situation où nous contrôlons totalement la situation. Le blocus, c'est comme un morceau d'acier, personne ne peut le violer, ce blocus. Je vais vous dire une chose, l'Iran doit passer un accord. Les Iraniens nous parlent avec grand respect. Puis ensuite, ils disent, nous n'avons pas parlé au président. Alors, ils jouent, mais qui va gagner? Et comment gagner quand on n'a plus d'armée, quand on n'a plus de militaires? À propos du filibustering, oui, je suis un peu déçu. Il y a quelques républicains, des idiots, des gens que je ne supporte pas, à vrai dire. Sur CNN, le Parti républicain a approuvé à 100%. Bon, j'ai un taux d'approbation de 100% auprès du Parti républicain, selon CNN. Mais bon, nous avons le Parti républicain et MAGA, ce qui fait à peu près 100% du parti, effectivement. Vous savez, c'est très intéressant. On a parlé de la loi Save America. Vous savez que cela concerne l'identification des électeurs, la preuve de citoyenneté, le vote par correspondance pour les militaires et pour des cas particuliers. Mais c'est vrai que si l'on veut éviter la tricherie, il faut éviter cela. Mais bon, les démocrates, vous savez comment ils sont. Quand vous avez des frontières ouvertes, des hommes qui pratiquent des sports avec les femmes, vous imaginez ces questions de transgenre, toutes ces politiques, on est obligé de tricher pour y arriver, c'est la seule façon de gagner. Et ceci n'est pas acceptable. Il ne faut pas leur permettre de tricher et il faut finir avec ce filibustering. L'inflation en Iran. Est-ce que vous allez laisser leur système financier s'effondrer? Oui, j'imagine, j'espère que leur système financier va s'effondrer. Ils sont pilonnés par les militaires. Il y a les sanctions, très importantes. Des sanctions comme on n'a jamais vu auparavant. Leur monnaie ne vaut rien. L'inflation, peut-être de 150%. Ils ne payent pas leurs soldats, ils ne peuvent pas le faire, l'argent ne vaut rien. Ils devraient prendre la bonne décision, faire la chose sage. Parce que nous ne voulons pas tuer des gens. Personnellement, je ne veux pas. C'est trop dur. Ce sont des gens remarquables. J'ai tellement d'amis iraniens à New York et ailleurs. Des gens remarquables. Je ne veux pas tuer. Le prix du pétrole a augmenté. Vous avez dit qu'il allait diminuer. Il va diminuer et sera encore plus bas qu'il cela l'a été. Certains de ces tankers contiennent plus de 2 millions de barils. Et le plus gros au monde. Et je n'ai jamais vu un navire aussi grand. Il est plus grand qu'un avion. Et ceci a un impact très important. Vous savez qu'il y a plus de 400 bateaux et navires là-bas. Le mieux, c'est que lorsque cela sera terminé, ça neutralisera tout ça. Ce qui se passe, c'est que les gens apprennent à acheter du pétrole aux États-Unis. Ils font le voyage, c'est plus sûr et c'est un produit probablement meilleur.
Ils apprennent à acheter ailleurs, ils changent leurs habitudes. Lorsque j'ai fait cela, je pensais que le marché baisserait de 25%. Et je me suis dit que c'était quelque chose de pas... Bon, si ça avait baissé de 25%, j'aurais été satisfait. Parce que je me suis dit, on ne peut pas laisser ces gens se doter de l'arme nucléaire, ils vont l'utiliser. Et je pensais que le pétrole passerait à 250, peut-être 300. Je savais que c'était du court terme. Mais si je regarde aujourd'hui, nous sommes à 102. Et c'est un prix minime à payer pour se débarrasser de l'arme nucléaire dont veulent se doter des personnes mentalement dérangées. Et à ce propos, d'autres présidents auraient dû le faire. Cela fait 47 ans qu'ils jouent avec ces gens stupides. Et dans beaucoup de cas, des gens stupides. Ça aurait dû être fait par Obama. Il a fait l'inverse. Il leur a donné des liquidités. Et il a dit, prenez un Boeing. Il a pris un Boeing 747. Il y a mis, en enlevant les sièges, de l'argent, 1,7 milliard dans l'avion. Toutes les banques de Virginie et de Caroline se sont retrouvés sans liquidité. Ils ont pris toutes les liquidités de la banque, l'ont mis à bord d'un avion, un 757 qu'ils ont envoyé en Iran. Ils ont laissé ces gens faire, je ne sais d'ailleurs pas ce qu'ils ont fait avec cet argent, mais ils l'ont pris et ensuite ils leur ont donné des milliards et des milliards de dollars. Et on fait cela pour être amis. Et ils leur ont donné des dizaines de millions de dollars. Ils se sont payés de la tête d'Obama. C'était la façon dont ils fonctionnaient. Maintenant, ils sont très fiers, mais ils ne montreront pas un drapeau blanc. Ils auraient dû le faire. Et ils auraient dû se rendre en hockey. On dit uncle, l'oncle. Quand est-ce qu'ils vont crier « uncle » ? Et ils ont une autre expression. Si c'était une guerre, ils l'arrêteraient. Mais nous devons le faire. C'est très dur de dire cela, même tirer sur ces navires et d'avoir ces 3 ou 4 personnes qui ont une petite mitraillette devant et qui sont en train de tirer sur nos navires, c'est n'importe quoi. Et ils ne savaient même pas qu'on leur tirait dessus. Et ensuite, on les enlève en 2 secondes avec un hélicoptère. Et on dit tout. Et on les prévient, et poum, on leur tire dessus, ils disparaissent. Je n'aime pas faire cela, c'est tellement inutile. Ce que nous avons, c'est que nous avons les meilleurs militaires du monde. J'ai construit cette force militaire, je ne pensais pas l'utiliser, en tous les cas pas autant lors de mon 2e mandat. Mais nous avons les meilleurs militaires, le meilleur équipement au monde, et nous avons 111 missiles qui ont été tirés sur un de nos porte-avions. Il y a 2 semaines, 111 missiles sophistiqués qui ont été tirés. Et chacun de ces missiles a été arrêté. Si ça avait été il y a 10 ans ou 5 ans, ce n'aurait pas été possible. Chaque missile est tombé loin dans l'eau. Et cela n'a même pas créé de problème. Et ce sont les gens les plus cool, n'est-ce pas? Et ils disent un missile qui arrive, et ces gens se sont dit oh bon. Et alors oui, voilà. Ce sont des gens extrêmement intelligents qui ont suivi une très bonne formation à l'école et ils se sont dit mais c'est comme une aiguille dans une botte de foin. 111 missiles ont été envoyés sur nos navires qui sont tombés à l'eau, qui ne se sont même pas, n'ont même pas pu s'approcher de notre porte-avions. Encore 2 questions. Moi, je voulais regarder ces grands athlètes. Je ne parle pas de lui et de lui, je parle de ses enfants, parce que je pense que vous serez de bien meilleurs athlètes que tous ceux qui sont derrière nous, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Vous serez encore meilleurs comme athlètes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, tu joues quoi? Je joue au foot. Tu penses que tu seras meilleur que celui-là? Tu seras plus rapide. Tu seras beaucoup plus rapide. Il était connu d'ailleurs pour sa capacité à aller vite. Et toi? Moi, je ne fais pas de sport parce que ma mère ne veut pas. Mais j'essaye
de regarder. Voilà, toujours Donald Trump dans le bureau ovale entouré d'enfants, mais qui dit ces mots: je ne veux pas tuer des gens, qui donne une information. 111 missiles tirés sur les navires américains dans le détroit d'Ormuz qui auraient été tous arrêtés. Il semble relativiser et la crise économique et la situation dans le détroit en parlant de ces petites vedettes iraniennes qui font face à notre marine. Ça n'a pas de sens. Je ne veux pas tuer des gens, dit le président américain. Jean-Louis Bourlange, est-ce que le président donne l'impression de vouloir tout faire pour éviter le retour des frappes? Comment comprenez-vous? Je connais vos coups de colère désormais contre le président américain et ses sorties, mais l'analyse sur le fond de sa stratégie. Si on comprend quelque chose à ce discours, c'est un discours à la fois oscillatoire, en permanence, les deux options se reviennent, avec là une insistance sur l'option douce, et c'est un discours circulaire. C'est-à-dire qu'on revient toujours à la case départ, c'est-à-dire la supériorité militaire et l'injonction qu'elle devrait représenter pour les Iraniens. Ça a été dès ce qu'avait dit Wiskoff au début. On ne comprend pas que les Iraniens, compte tenu de la puissance des Américains, n'obéissent pas à ce qu'on leur dit. Et c'est, de ce point de vue-là, c'est un discours assez pathétique. C'est celui d'une souris qui tourne en rond dans une pièce, etc. Alors, je dis pas du tout qu'on va en rester là, mais c'est quand même terrifiant parce que il n'a vraiment actuellement pas beaucoup d'autres options que de faire des dégâts immenses ou de perdre la face. Et ça, c'est quand même redoutable pour tout le monde. Hélène Kuntz. Oui, mais peut-être il dit lui-même qu'il a gagné. Il n'a cesse de dire qu'il a gagné. Bien sûr. Donc peut-être cette idée de perdre la face n'est pas là. Mais j'avais écrit tout à fait au début du conflit que de toute manière, s'il en sortait, quand il en sortirait, il dirait que que personne n'a fait mieux qu'Alexandre le Grand, sinon lui. Et un de mes amis m'avait dit, un diplomate m'avait dit, vous avez tout à fait tort, il ne sait pas qui est Alexandre le Grand. Allez-y, Sébastien. Oui, je pense qu'il est plutôt sur un discours relativement modéré, et ça rejoint un petit peu ce que disait Pete Hegseth, qui disait nous ne voulons pas nous battre, nous voulons simplement que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Donc et d'ailleurs le cours du baril là aujourd'hui est bien descendu. Ouais. Donc même les marchés financiers, si vous voulez, sont plutôt dans une période d'accalmie par rapport à ce que ça a pu être dans le passé. Et je crois que c'est le but. Et puis là, c'était un discours très MAGA, très politique intérieure. Il n'y avait pas de signaux véritablement nouveaux en direction de l'Iran. Mais dans le même temps, donc, je reviens sur cette info CNN, il y aurait bien des plans en préparation entre Israéliens et Américains, colonel, pour des frappes courtes, mais on le comprend, puissantes. Alors, à la fin de la journée, comme on dit. En fait, c'est la seule option qu'ils ont. Soit ils perdent la face, comme vous le dites fort justement, soit c'est une opération rapide. Dans tous les cas de figure, il est hors de question de mener des opérations pendant un mois qui, non déterminées dans le temps. Donc c'est vrai, c'est ça le cœur du problème. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la discussion qu'ils ont aujourd'hui au Pentagone, évidemment, et à la Maison Blanche. Merci beaucoup, colonel. Merci beaucoup, Hélène Kuntz, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous, Sébastien Regnault. Soyez les bienvenus donc, dans cette émission désormais. Merci beaucoup, Jean-Louis Bourlange, encore une fois, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à nous écouter, nous retrouver en podcast. Vous flashez, vous scannez le QR code en bas de l'écran et vous nous retrouvez sur les plateformes habituelles.